Bonjour et bienvenue dans l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maya sur notre plateau qui va nous parler de son court-métrage Je m'appelle Laurence. Bonjour Maya, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, merci toi. Je vais bien, merci. Et Maya, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton court-métrage Ouais. Je m'appelle Laurence. Tu as réalisé ton premier court-métrage alors que tu étais au secondaire. Est-ce que tu pourrais en parler? Ouais, ben j'ai réalisé mon premier court-métrage l'année passée quand j'étais en 12e année. Fait que, dans le fond, je voulais créer un court-métrage parce que je voulais vraiment soumettre de quoi à un concours, Oui. entre autres le concours Objectif Cinéma du MIFO. Oui. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée de créer un court documentaire qui s'appelle Je m'appelle Laurence. Fait que tout à travers le film, l'audience découvre une petite fille absolument incroyable qui s'appelle Laurence Legault, qui est la petite fille à Julie Benoît. Oui. Fait que tout à travers le film, on voit un enfant qui explore et qui découvre les choses dans son entourage. Puis à travers la voix narrative de sa mère, on est éduqué sur certaines choses. Fait que Laurence, elle a le syndrome KBG qui est à la source de sa surdité. Fait qu'à travers le film, l'audience peut vraiment être éduquée sur quelque chose que peut-être ils ne savaient pas. Oh, c'est intéressant ça. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de réaliser un film à ce sujet? Ouais, ben, je trouve que je voulais représenter une communauté qui est vraiment extrêmement sous-représentée. Donc, à travers la voix narrative de sa mère, l'audience est éduquée sur le syndrome KBG, la langue des signes du Québec et la surdité. Puis, c'est aussi un sujet qui me tient vraiment à cœur à cause de ma grand-mère maternelle. Elle est née avec une malformation des os du tympan. Fait qu'elle est sourde depuis qu'elle est petite fille. Puis, j'ai vraiment vu de proche les défis que ça peut causer tout au long d'une vie. Et surtout face à l'ignorance des gens. Fait que je voulais représenter quelque chose que les gens qui le regardent vont pouvoir apprendre puis vraiment s'éduquer. OK. Et quelles sont tes expériences, tes inspirations, pardon, dans le domaine du cinéma et de la télévision? Oui, ben cette année, en septembre, j'ai eu la chance d'aller à TIFF, qui est le Festival international de films à Toronto, qui était absolument incroyable. Fait que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur un film qui s'appelle Solo, réalisé par Sophie Dupuis. Et c'est un film sur la scène de drague à Montréal, puis les drag queens. Fait que c'est un film absolument incroyable sur... Excusez, pardon. Désolé, c'est correct. Fait que ouais, c'est un film sur la scène de drague, puis les images, puis vraiment comment qu'elle incorpore la musique dans ses films. C'est quelque chose que j'admire vraiment beaucoup. Puis j'adore les réalisatrices qui sont aussi scénaristes de leur projet. Fait que c'est quelque chose qui m'inspire. Du point de vue de la réalisation, est-ce qu'il y a un genre de film qui t'attire plus qu'un autre? Désolé, c'est la fin de notre émission et c'est un plaisir de passer sur notre plateau. Et restez branchés avec nous, chers auditeurs, et nous allons accueillir Alec qui va nous parler de son expérience à la télévision sans aucune qualification préalable. Et merci beaucoup, à bientôt.
Bonjour et bienvenue à l'émission Tequila. Je m'appelle Maya Scabar et aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'avoir avec nous Tristan qui nous contera un peu son parcours avec le piano. Bonjour Tristan, Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Ça fait combien de temps que tu pratiques le piano? Je dirais que c'est assez difficile à dire parce que j'ai commencé, mettons, quand j'avais à peu près 10 ans, mais c'était vraiment très irrégulier. Comme je jouais, j'apprenais la moitié d'une chanson, après ça, je prenais une pause de plusieurs mois, même un an. Mais je dirais que j'ai recommencé plus pour de vrai en automne l'an passé. Puis après ça, j'ai pris une pause de 3 mois, j'ai recommencé en février, plus sérieusement. OK. Fait que tu dirais, ça serait quoi ton plus grand défi face à l'instrument? La motivation, surtout, parce que souvent, je vais commencer à apprendre la moitié d'une chanson, puis après ça va être juste rendu trop dur. Puis vu qu'il y a tellement de chansons que je veux faire, je ne m'attarde pas à la finir, puis à vraiment comme progresser pour y aller jusqu'au bout. Fait que c'est vraiment la motivation des finir. OK. Fait que c'est quoi qui t'a poussé à commencer à jouer le piano? C'est ma mère, parce qu'en fait, elle avait une très grande passion pour le piano. On en a fait pendant 15 ans. Elle était vraiment bonne, là, pour le vrai. Puis c'est elle, en fait, qui a ramené le piano que j'ai chez nous. Elle a fait importer quand elle est venue déménager au Québec. Elle était en France avant. Mais je dirais que j'ai toujours eu quand même une attirance envers cet instrument, puis une oreille musicale, ce qui m'a quand même beaucoup aidé. OK. Ça serait quoi ta plus grande difficulté technique? Technique, c'est surtout les déplacements de doigts. En fait, les grands déplacements de doigts qui sont rapides. Si, mettons, je dois passer d'un octave qui est dans l'aigu à grave rapidement, c'est très dur parce que, tu sais, il y a beaucoup de chances que je frappe la mauvaise note. Puis aussi la désynchronisation des mains. Des fois, j'ai ma main gauche qui joue des accords qui n'est pas du tout sur le même tempo que ma main droite qui joue la mélodie. Fait que de devoir les désynchroniser, c'est très compliqué pour mon cerveau. OK. C'est quoi les chansons que tu es capable de jouer? Ben, comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs chansons que je connais juste la moitié parce que j'ai pas la motivation de les finir. Mais dans les chansons que je connais au complet, il y a Another Love, que je viens de Tom Odell, que je viens de finir assez récemment. Sinon, il y a Clocks de Coldplay. Sinon, je connais plein de moitiés de chansons comme Where's My Love, j'ai Interstellar aussi. Sinon, d'autres chansons comme Pirates des Caraïbes, des choses comme ça. Ah, OK, cool. Ça serait quoi tes objectifs futurs? J'aimerais vraiment ça finir au complet Interstellar. Mais c'est un projet qui est quand même très ambitieux parce que au niveau technique, justement, la désynchronisation et les déplacements de doigts, il y en a beaucoup. Fait que ça serait vraiment compliqué. Je pense qu'il me faudrait au moins un an et demi pour la finir. Mais ça serait vraiment quelque chose que je voudrais faire. Puis aussi apprendre à pouvoir un peu freestyle, si je peux dire ça comme ça. Fait que apprendre les accords qui vont bien ensemble pour improviser un peu. Est-ce que tu prends des cours? Non, j'apprends tout sur YouTube. OK. Parce que les cours, j'ai jamais vraiment vu ça de quoi qu'elle allait m'apporter quelque chose. C'est sûr que ça serait pas si pire au niveau technique, mais j'aime mieux apprendre de moi-même les chansons que je veux. OK. Est-ce que tu es capable de lire des partitions? Oui, mais j'ai quand même de la misère parce que justement, moi, je suis habitué de regarder plus mes mains que regarder une partition en tant que telle. C'est sûr que des fois, je vais regarder la vidéo. Puis c'est ça qui est bien avec les vidéos aussi, c'est que je peux les mettre en un quart de la vitesse. Donc, c'est vraiment plus facile pour après ça suivre. Surtout des chansons qui vont très vite comme Another Love, dans le fond, je la prends par bout puis je la mets moins vite, c'est vraiment plus facile. Mais je suis capable de lire la partition, la mélodie, les notes en haut, c'est pas si pire, je suis quand même capable de le faire. Sauf que c'est quand ça s'en vient aux accords que là, j'ai plus de la misère. OK, fait que Tristan, je suis très désolée, mais c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Fait qu'un gros merci à Tristan, puis restez à l'affût pour le prochain invité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre talk show, l'émission Tequila. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir M. Amine Zinette qui nous partagera la raison qu'il est venu s'installer au Canada après avoir vécu toute sa vie en Algérie. Il va nous expliquer son parcours, comment il est arrivé ici. Bonjour Amine, ça va bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors, parle-nous un peu de toi. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, alors je m'appelle Amine, je viens d'Algérie où j'ai vécu là-bas la plupart de mon temps. Oui. J'ai vécu là-bas 27 ans. 27 ans. Et voilà, ce que je fais dans la vie, alors j'ai commencé des études en génie civil à l'université il y a Ok. quelques années, je dirais il y a 5 ans. OK. C'était pas du tout intéressant, Non. pas du tout. Et surtout qu'entre-temps, le Covid a commencé. Et Ouais. voilà, c'était pas le fun de faire des études par télétravail sur Zoom, etc. C'était pas du tout intéressant. Je te comprends. C'est ça. Du coup, j'ai un peu abandonné ces études de génie civil. Et en parallèle, j'ai fait une chaîne YouTube OK. où je montrais, enfin, je faisais des vidéos sur mon jeu préféré qui s'appelle World of Warcraft. Et là, bon, ça a commencé comme une chaîne YouTube fun, c'était décontracté. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des views, Ok. beaucoup de views. Et là, j'ai commencé à me faire un bon revenu. Et c'est là que j'ai complètement abandonné mes études en génie civil et j'ai commencé à développer une passion pour la production vidéo. Ben, intéressant. Puis justement, cette passion-là, c'est ça qui t'a incité à venir dans le programme de production télévisuelle à ACT? Absolument. Fait que ça fait environ 2-3 ans que je produis des vidéos YouTube. Ouais. Et c'est la majeure raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Parce que justement, j'ai développé une grosse passion pour la production vidéo et c'est vraiment le fun de faire des vidéos. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est cool. Mais moi, je me demandais pourquoi le Canada en tant que tel? Alors, pourquoi le Canada? Parce que déjà, de un, il y a beaucoup d'amis qui m'ont suggéré le Canada, qui sont ici au Canada et qui m'ont dit de venir. OK, cool. Je les ai un peu écoutés du coup. Et aussi parce que le Canada, c'est l'un des pays les plus développés au monde et c'est l'un des pays où on peut faire les meilleures études. Et je le confirme en venant ici, j'ai jamais aussi bien étudié, c'est vraiment le fun d'étudier ici. C'est pour cette raison. Clairement pas pour le climat. Hein. Ah non, pas pour le climat, non. Non, Ça, c'est surtout, sûr que surtout que janvier s'en vient, Oh, février s'en vient. Tu as eu juste un petit aperçu de ce que ça ressemble. Ok, ouais. Oh, je me demandais, toi, les cours avec Miguel, ça se passe comment étant donné que tu connais déjà comment faire du montage? Est-ce que c'est quand même le fun? Est-ce que tu apprends toujours? Ok, bah c'est le fun, absolument. Malgré que je connais beaucoup de choses qu'on apprend en montage vidéo, Miguel m'apprend beaucoup de choses malgré ça. Malgré que je connais beaucoup Premiere Pro, Ouais. mais je connais beaucoup de choses à ce logiciel et c'est vraiment le fun d'apprendre. Il y a toujours plus à apprendre, ça, c'est sûr. Absolument, absolument. Est-ce que tes vidéos sont quand même cinématographiques malgré que c'est un jeu vidéo? Absolument, elles le sont. La raison, c'est pour laquelle mon personnage est en mode vol et je fais des plans, des beaux plans, dolly in, dolly out, des fade out. Comme etc. avec un drone, un peu, des plans de caméra que tu verrais dans des vidéos Exactement. cinématographiques sur YouTube. Dans le jeu vidéo, mon perso, c'est un drone et je filme comme ça. OK, parfait. Ben, j'aimerais pouvoir t'écouter toute la journée, Amine. C'était très intéressant. Merci de nous avoir fait part de ton expérience et pourquoi tu es arrivé au Canada. Mais c'est malheureusement tout le temps qu'on a avec toi aujourd'hui. Donc, restez avec nous, car après ça, on accueille Alec Pronovo qui va nous expliquer son expérience chez TVC 22. Merci à toutes et à tout de suite.
Bonjour et bienvenue dans notre émission rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Alec Pronovo. Alec, bonjour. Qui aujourd'hui, Alec nous parlera nous fera voyager dans un plateau de télévision en nous racontant son expérience chez TVC 22, une chaîne télévision communautaire en Ontario. Donc Alec, bienvenue dans notre émission, merci d'être ici. Ma première question pour toi, c'est quand est-ce que tu as réalisé que tu étais intéressé dans le domaine de la production vidéo? Quand j'étais plus jeune, ma famille m'apportait beaucoup à des événements sportifs, comme des joutes de hockey ou des joutes de football. Et moi, j'étais très intéressé à regarder les caméras et regarder tous les divers aspects de la production live. Donc, moi, je regardais les gens qui participaient à set up tout l'équipement, puis moi, je m'intéressais beaucoup à ça. Ok, intéressant. Mais quand est-ce que tu as fait tes premières vidéos? Ça date de très longtemps, quand j'avais 6 ans. Oh. J'avais un DSI. Mon père me l'a donné, puis on était capable de prendre des photos et des vidéos. Et moi, j'ai fait ça avec mon frère, c'était très amusant. Et j'ai réalisé que c'était un de mes passions. Donc, j'ai fait des vidéos stop motion avec des autos et un tapis avec des routes avec mon frère. Et j'ai devenu très bon à faire ça. Ok, that's good. On a tous commencé avec du matériel rudimentaire, la production vidéo. Moi aussi, j'ai commencé avec du matériel très rudimentaire. Mais ma prochaine question pour toi, c'est comment est-ce que tu as su que tu voulais poursuivre ton intérêt pour la production vidéo? Mais moi, j'ai su que je voulais continuer dans la production vidéo à cause, lorsque j'étais à l'école, on a déjà demandé de faire des vidéos pour des devoirs et pour des tâches scolaires. Et j'ai réalisé que moi, je faisais très bien ça. Quand on faisait des projets de vidéo, j'avais toujours des bonnes notes. Okay. Puis j'étais très bon, puis des fois, je fais du montage pour comme 8 heures, puis ça sent comme 20 minutes. Et j'ai réalisé que ça va être quelque chose que je veux continuer dedans, puis je voulais poursuivre. D'accord, intéressant. Et est-ce que tu as de l'expérience en télévision, justement? Ben oui, ça fait presque 1 an maintenant. Ça fait plus qu'1 an. J'ai fait un co-op avec la télévision communautaire TVC 22 à Clarence Rockland. Okay. Puis durant mon secondaire, j'ai fait un projet. Puis avec ce projet-là, j'ai découvert beaucoup de choses. La télévision communautaire avait besoin de l'aide. Yep. Donc, je voulais leur aider avec diverses tâches. D'accord. Et j'ai juste continué à travailler là-bas après mon co-op. J'ai fait un été à temps plein, puis j'ai aidé beaucoup et j'ai appris tellement de choses. Okay. On n'avait pas vraiment des gens pour nous donner des formations. Donc, j'ai regardé à beaucoup d'informations sur l'Internet pour juste savoir plus comment opérer des caméras, plus savoir de montage et juste savoir comment les choses fonctionnent. OK. Ouais. Intéressant. OK. Puis j'ai aussi d'autres expériences à dire. Donc, j'ai fait beaucoup de tournages à divers endroits dans Prescott Russell, qui est à l'est d'Ottawa. Basically, de l'est d'Ottawa jusqu'à Hawkesbury. On a plein d'événements à tourner, puis c'est très amusant de voyager en auto, puis regarder à tous ces villages. C'est vraiment nice. J'adore j'adore découvrir ce monde de la télévision. C'est vraiment intéressant. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a c'est le temps qu'on a pour aujourd'hui. Alors voilà, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ta passion à travers cette interview. Et merci à vous d'avoir suivi avec nous. Notre prochain invité dans cette émission est Arnaud Joseph qui nous parlera de comment c'est d'être gaucher dans le monde de la télévision. Alors au revoir à tous et merci d'avoir suivi.
Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Adam Mifta. Bonjour. Ouais, bonjour. Il va nous expliquer son expérience de quitter son lieu d'origine pour venir étudier ici à l'ACT, à Canada. Donc, Adam, Ouais. pourriez-vous nous parler un peu de votre lieu d'origine? Ok, bien sûr. Donc, je viens de Kénitra, une ville magnifique au Maroc. Il est presque la capitale. Donc, il est surnommé aussi par la ville des fleurs, en raison de ses parcs, ses jardins. Voilà, il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, offrant des magnifiques plages, une ambiance agréable. Voilà, ça me manque. Et j'ai de la chance d'avoir grandi là-bas. Il y a juste les bons gens là-bas. Ouais, c'est tout. Ah, pouvez-vous nous expliquer à quel point c'est difficile de quitter votre pays? Ouais, bien sûr, il était difficile pour moi, puisque c'est très difficile de quitter ton entourage, la famille, les amis. Voilà, mais bien que cette transition était difficile pour moi, je me suis dit que c'est pour la bonne cause, c'est une cause noble. Voilà, c'est un défi pour moi et je suis optimiste, heureusement. C'est bon à entendre. Voilà. Pourriez-vous me dire pourquoi tu as choisi le programme? Ouais, j'ai choisi le programme de la production télévisuelle pour plusieurs raisons. Donc, quand j'étais petit, j'ai toujours eu une passion de voir les films dans le monde de la télé. J'écris des scénarios, des courts-métrages, je fais le montage, j'aime bien faire les retouches des images. Voilà, tout ce qui est audiovisuel, le mixage aussi. Voilà, j'ai choisi le programme parce que je pense qu'il me permettra de réaliser ma passion et de travailler dans le domaine, dans le visuel. Ouais. Je trouve que tu as fait une bonne décision. Ouais. C'est quoi votre vision de votre carrière dans le domaine dans 2 ans? Ok, donc d'ici 2 ans, après avoir terminé ma formation de la production télévisuelle, j'espère améliorer mes compétences techniques, créatives et bien sûr d'élargir mon réseau professionnel pour travailler dans le marché, voilà. Ouais. Est-ce que l'intégration au collège a été facile pour vous? Heureusement, oui, parce que j'ai toujours l'habitude de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, et je pense que je suis marocain, c'est ça qui facilite les choses, là, la tâche. Voilà, il était facile pour moi. Ah, c'est bon à entendre. Donc, est-ce que tu as d'autres difficultés à parler à propos de ton intégration au collège? Non, je pense que la cité a offert un bon environnement. Voilà, je me sens à l'aise ici. Oui. Et voilà, comme je t'ai dit, je suis optimiste. Voilà, tout va bien passer, Inch'Allah. Well, j'espère que ton expérience ici va très bien. Mhm. Merci. Donc, comme je t'ai dit, c'est difficile, mais Oh, merci Ouais. pour votre expérience. Donc, et ça, c'est malheureusement tout le temps qu'on a pour cette émission. Restez après la pause, car on va rencontrer Saif Ladari qui va nous parler de son expérience en radio. Et restez chez nous.
Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'émission Tequila. Je suis très heureux d'être ici pour animer cette émission et découvrir notre invité Arnaud. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, alhamdoulilah. Donc, Arnaud va nous raconter son histoire d'être gaucher dans le monde de la musique. Donc, c'est intéressant. OK. Premièrement, comment différencier un gaucher d'un droitier dans le monde de la musique? Mais comment différencier si on commence par la guitare et la basse? Dans le fond, un droitier va prendre sa main droite et il va gratter les cordes avec cette main-là et la gauche va jouer les notes. Pour un gaucher, c'est évidemment l'inverse. Tu vas prendre ta main gauche pour gratter les cordes et jouer les notes avec ta main droite. Donc, c'est un peu spécial parce que quand tu joues, ta guitare elle pointe vers la droite si tu es gaucher, mais si tu es droitier, ta guitare pointe vers la gauche. Pour ce qui est de la batterie, c'est différent. D'habitude, tu joues comme ça, tu sais, peut-être plus comme ça, ouais, comme ça. Pour un gaucher, ben, c'est tout le kit qui va être à l'envers. Tu vas être plus ici pour ça. Mais il y a des gauchers, souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent en open, pas les mains croisées. Puis pour le piano, dans ce cas-là, puis les claviers, c'est la même chose. De gauche à droite, les notes sont classées, donc la gauche va faire les graves, puis la droite va faire les aigus. Donc, quelles sont les difficultés que tu rencontres lorsque on est gaucher dans le monde de la musique? Bien évidemment, vu qu'il y a moins de gauchers dans le monde, il y aura évidemment moins de gauchers dans la musique. Donc, normalement, quand tu cherches un instrument, ça peut être très compliqué. Si je prends n'importe quel magasin, puis je m'en vais, puis je veux m'acheter une guitare, bien souvent, tu sais, tu as un coin gaucher, puis il n'y aura pas plus que 5 guitares dans les 250 s'il y en a dans le magasin. Fait que c'est là qui est un peu tough à trouver, mais même aussi usagé, c'est tough. Puis quand tu vas chez des amis, jamais tout ça, il faut tout le temps que tu transportes tes choses parce que là-bas, évidemment, ils n'auront pas d'instruments gauchers. Ça va être majoritairement des droitiers. Donc, tu ne peux pas emprunter leur instrument. Il faut tout le temps que tu amènes vraiment ton stock. Quelqu'un ne peut pas te passer sa guitare pour te dépanner. Fait que c'est ça qui est quand même difficile en tant que tel. Qu'est-ce que le manque de matériel gaucher crée auprès de ces musiciens? Bien, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la débrouillardise. Dans le temps, il n'y avait pas de guitare gauchère. Si on prend, mettons, Jimi Hendrix, qui est un des plus connus, il jouait avec des guitares à l'envers. Il avait commencé avec les cordes à l'envers. Fait que c'était pas la manière normale. Il faut que tu fasses tous tes accords à l'envers. Au final, il a fini par switcher, mais il y avait quand même une guitare droitière. Fait que tous les contrôles, si tu prends une électrique, sont en haut. Fait que tu peux les accrocher avec ton coude. Aussi, ben, ça crée évidemment de la débrouillardise parce que là, il faut que tu achètes des guitares droitières, il faut que tu changes des pièces, il faut que tu changes l'ordre des cordes, il faut que tu refasses l'intonation. Fait que quand tu es gaucher, tu es comme un peu bricoleur, tu sais, tu vas tout le temps aller trouver des affaires puis essayer de le rendre possible pour toi à jouer. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça crée des nouvelles techniques un peu de playing, si on peut dire ça. Je veux dire, vu que tu as les boutons en haut, ben si, admettons, tu prends ton bouton de volume ou de tone, ben tu peux venir créer des effets avec pendant que tu joues, contrairement à un droitier qu'il faut qu'il aille en bas, fait que c'est plus vite. La whammy, peut-être, est à l'envers, fait que tu peux toujours la tenir. Fait que c'est ça qui est le fun, tu peux créer des techniques spéciales, puis... Donc, qui sont les artistes gauchers connus? Les artistes gauchers connus, ben, tu as évidemment Jimi Hendrix, que j'ai nommé, qui est un des plus populaires. On a Kurt Cobain de Nirvana. Lui, il jouait gaucher, mais il écrivait de la main droite. On a Paul McCartney des Beatles. On a Justin Bieber, je crois bien aussi. Qui d'autre qu'on pourrait avoir? Si je me souviens bien, le bassiste de Slipknot, un groupe de métal, était gaucher. J'essaie de voir si je m'en souviens d'autres gauchers. Donc, voilà. Donc, merci pour aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci à toutes les personnes qui travaillent en coulisses. Merci Arnaud. C'était un plaisir de vous faire découvrir. Alors, je vous laisse avec le deuxième invité, Safe. Merci.
Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous recevons notre invité Saïf qui nous parlera de sa carrière dans l'audio. Bonjour, mon cher Saïf. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Tequila. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, je fais très bien. Et toi? Oui, je vais très bien. Merci de demander. Donc, je vais enchaîner avec quelques petites questions pour toi. Je vois que tu as plus que 12 ans d'expérience dans la radio et la production audio. Peux-tu nous partager ce qui t'a poussé à choisir ce domaine? Et aussi, y avait-il un moment en particulier qui t'a donné envie de devenir technicien audio ou aiguilleur radio? Avec plaisir. Mon choix de carrière dans la radio et la production audio a été influencé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, dès mon enfance, j'étais exposé à ce domaine-là vu que mon oncle travaillait dans la télévision. Donc, vu son travail et vu sa passion pour son job, ça m'a poussé à explorer plus ce domaine-là. Et puis, l'année 2000, c'était l'année où le logiciel gratuit Audacity a vu le jour. Oui, Audacity, je connais bien. Tu connais? Oui, oui. Ah, super. C'est un super logiciel. Oui, super. Alors, en ce moment-là, j'ai commencé à explorer, à enregistrer tout et n'importe quoi. Les grincements des portes, les sons des animaux, les poules, les vaches. Mon papa qui est du côté de la ferme qui demande à un travailleur de faire ça et de faire ça. Donc, tous ces sons-là, je les ai pris, je les ai mélangés, j'ai mis de la musique et ça a été le fun. Donc, en ce moment-là, j'ai vraiment commencé à explorer, à comprendre que l'audio vraiment permet à raconter des histoires et à émouvoir les gens. Et ça, c'était 2-3 ans avant de finir mes études de secondaire. Donc, tout de suite après, j'ai fait une licence appliquée en technique de prise du son. Et l'histoire a commencé. Très cool. Donc, j'ai une autre question pour toi. Okay. Ton implication dans le programme de production télé semble être un changement de carrière. Comment as-tu pris cette décision et quelles sont les similitudes ou différences par rapport à la radio? Je dirais que le changement de carrière vers la production télévisuelle a été d'une façon progressive et naturelle. Okay. Après avoir acquis plusieurs années d'expérience et des compétences dans l'audio, le changement a été très naturel. Donc, il y avait des moments où j'ai eu la curiosité et vouloir explorer un autre aspect du domaine de l'audiovisuel. Donc, je me vois là encore plus curieux. OK, c'est très bien. Donc, quel est le processus de post-production pour les podcasts dans votre rôle à temps partiel? OK, donc, première chose à faire, c'est nettoyer les brutes, les rushs, quoi, nettoyer les brutes, faire les niveaux, améliorer les sons à l'aide des effets. Je suis désolé, Saïf, c'est malheureusement tout le temps qu'on a accordé pour toi. Merci beaucoup à toi d'être venu et d'être nous parler de ta carrière dans l'audio. Pour la suite de l'émission, nous allons recevoir Chloé qui va nous parler de sa passion pour l'écriture. Donc, restez parmi nous à Tequila et à bientôt.
Bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Chloé Louise Monette, qui va partager avec nous sa passion. Restez avec nous pour une conversation inspirante et passionnante. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui pour te connaître un peu plus. Commençons par depuis combien de temps es-tu passionnée par l'écriture? Je dirais que ça fait bientôt 4 ans. Donc, dans le fond, autour d'avril 2020, c'est là que j'ai vraiment commencé à mettre plus de temps dans cette passion-là que je commençais. Pendant la pandémie? Oui, c'est ça que je commençais à découvrir pendant la pandémie parce que moi, à ce moment-là, j'étais en secondaire 2. Donc, tous mes cours avaient été coupés. Fait que j'étais à la maison, j'avais je pense, genre 2-3 cours en ligne comme ici et là, mais sinon, j'avais en masse le temps pour faire autre chose. Fait que avec ce temps-là, quand j'étais à la maison, j'avais pas grand-chose à faire, puis j'avais plein d'idées. Fait que je les ai écrits sur papier. Bien, sur papier, à l'ordinateur. Ouais. Puis c'est ça, fait que pendant la pandémie, je me suis vraiment comme mis à écrire de plus en plus, puis c'est pas mal là que j'ai découvert comme une vraie passion. Là. Super. Et comment as-tu découvert ta passion? Bien, outre la pandémie, évidemment, durant mon secondaire 3, on était encore en pandémie. Mon professeur d'anglais nous avait demandé d'écrire une histoire entre 600 et 1000 mots, je crois, si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'on devait inventer des personnages, des péripéties, etc., parce qu'on étudiait la structure d'une histoire. Donc, c'est ça que j'ai fait avec une collègue de classe. Puis c'est là que j'ai découvert que écrire des histoires comme de A à Z avec des personnages, puis des péripéties, puis tout ça. De l'imagination pure. C'est ça, c'est là que j'ai découvert que j'aimais vraiment ça. Fait que la pandémie m'a permis de mettre plus de temps là-dessus, puis mon cours d'anglais m'a permis de réaliser, genre, OK, j'aime vraiment ça, tu sais. Faisons ça. Oui, c'est ça, faisons ça. Et c'est quoi ton genre d'écriture? Ben mon genre d'écriture, je dirais que même si ça fait longtemps que j'écris comme passion, j'ai pas vraiment exploré de genre littéraire. Je reste surtout sur la science-fiction parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Mais sinon, en secondaire 5, j'ai fait un projet personnel. Puis comme ça dit dans le nom, ben, c'était un projet de notre choix. Puis moi, j'avais choisi d'écrire un livre d'horreur parce que je me suis dit, c'est un genre que j'aime pas, ben pas que j'aime pas, mais que j'ai jamais touché. Fait que j'aimerais ça comme voir ce que ça donne. Donc, j'ai exploré le genre de l'horreur. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais je l'ai fait. Puis, c'est ça. Fait que je dirais que mon genre d'écriture, c'est plus science-fiction. Mais petit à petit, j'avance un peu vers le fantastique. Puis, un mélange entre la science-fiction et le fantastique, je dirais. OK, super ça. Et c'est quoi ton projet le plus long? Ben, j'ai beaucoup de projets, comme de petits projets, là, genre, que ce soit genre 20 mots, puis là, c'est comme, OK, je vais travailler là-dessus, genre, plus tard. Mais mon plus gros projet, c'est mon projet personnel que j'ai fait en secondaire 5. Je devais, comme j'ai dit, je devais écrire un livre. Puis je l'ai fait. J'ai écrit le livre en 3 mois, je crois, puis c'est 25 000 mots, je crois, qu'il y avait là-dedans. Oui, je pense, c'est considéré comme un novella en anglais parce que c'est un roman, mais plus court. Fait que ça, c'est mon projet le plus long. Il m'a pris 3 mois. Super passionnant. Merci, Chloé. Merci. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à notre invitée Chloé pour avoir partagé sa passion avec nous. Restez branchés pour notre prochaine émission. À très bientôt.
Bonjour et bienvenue à l'émission de rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Antoine Alain qui va venir nous parler de ses voyages. Donc, bonjour Antoine. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui, merci. Donc, on va commencer par la première question. Donc, quelle a été ta destination préférée où tu as été? Ma destination préférée, c'était Walt Disney en Floride quand j'avais 7 ans. Puis la raison que j'ai choisi cette destination-là pour ma préférée, c'est qu'au lieu de se rendre là-bas en avion, comme la plupart du monde font, nous, on a loué une caravane. Puis pendant 2 jours, on a traversé tous les États-Unis avec ma famille dans la même caravane, dormir au même endroit. Moi, je m'en souviens, je dormais sur la table. Tu sais, les tables qui se transforment en lit, là. Ouais. Ils sont pas très confortables. Non. Mais moi, j'aimais ça. Puis, moi, non, c'est ça. J'ai vraiment passé des très beaux moments avec ma famille parce que on a passé pas mal une semaine complète à être tout le temps ensemble. Puis, rendu au parc, évidemment, ça, c'était tout autant le fun. Parce que Walt Disney, c'est mémorable. Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est Walt Disney, là. Ouais. OK. Donc, ma prochaine question, c'est quoi qui t'intéresse le plus dans tes voyages? Ce qui m'intéresse le plus, je dirais, ça serait aller découvrir de la nouvelle culture. Parce que quand tu vas dans un nouveau pays, tu vas être forcé à goûter à de la nouvelle nourriture, à même juste apprendre peut-être une nouvelle langue un petit peu. Ou même aussi, ça, c'est vraiment ce que je préfère, voir les paysages que les pays offrent, ou même l'architecture. Comme il y a des pays là, qui offrent des super belles mers ou des très grandes montagnes. Puis l'architecture, par exemple, à Rome, l'architecture, je la trouve absolument est incroyable. Oui, je comprends. C'est quoi ta dernière destination? Ma dernière destination, c'était en République dominicaine. Puis je m'en souviens encore de descendre de l'avion, puis directement, j'ai senti le chaud tropical avec l'humidité, puis mes cheveux commençaient tout de suite à friser. Ah non, ça, c'était le fun. Puis après avoir descendu de l'avion, pour se rendre jusqu'au petit resort qu'on avait loué, on prenait un autobus. Okay. C'était quand même un gros autobus voyageur. Puis on passait dans des petites rues, puis je trouve que le chauffeur, il allait quand même pas mal vite. Puis une fois arrivé au resort, j'étais pas vraiment impressionné parce qu'on est arrivé là quand même tard le soir. Fait que tout ce que je voyais, c'est le petit chemin illuminé par des petites lumières jusqu'à ma chambre. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, puis là, j'ai vu qu'il y avait une architecture toute moderne partout. Il y avait une grosse piscine, bar, buffet à volonté. La mer était encore plus belle que le reste. Ouais, tout ça, je savais que j'allais passer une bonne semaine. OK, nice. Donc, est-ce que tu préfères voyager seul? Est-ce que tu préfères voyager seul ou accompagné? J'ai jamais vraiment voyagé seul, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que quand tu voyages seul, ça te laisse la liberté de choisir où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux manger, pendant combien de temps tu veux y aller, quelle activité tu veux faire. Vraiment, tu as la liberté de faire ce que tu veux dans ton voyage. Oui, parce que tu n'as personne à t'accorder avec. Aussi, s'il faut que tu suives une famille, ça va être plus dur de trouver un logement parce que si vous êtes une famille de 6, c'est un peu plus dur d'être seul. Oui, je comprends. Donc, on va avoir le temps pour une dernière question. C'est quoi ta destination de rêve? Ma destination de rêve, ben en fait, j'en ai pas juste une. J'aimerais ça visiter les 7 merveilles du monde. Okay. Mais parmi les 7 merveilles du monde, je dirais que s'il faudrait que j'en choisisse une, ça serait le Colisée à Rome. Okay. Je t'avais déjà dit, j'aime bien l'architecture de Rome, fait que c'est sûr que le Colisée, il va m'intéresser. Puis... OK. Bien, merci pour ton temps. Donc, c'est pas mal tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute parce qu'on va avoir Iman qui va venir nous parler de son parcours au Canada. Merci beaucoup.
Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Tequila. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Strasbourg qui va venir nous parler de son expérience en piano. Alors bonjour M. Strasbourg, comment allez-vous? Ça va bien toi, Vincent? Ça va très bien, merci. J'ai une petite question pour toi. Oui. Qui est-ce ou qui est qui t'a poussé à faire du piano? Écoute, la personne qui m'a poussé à faire du piano, c'est ma mère. Parce que ma mère, elle a joué du piano pendant 15 ans de sa vie. Elle était très, très bonne. Là, pour de vrai, elle a joué quand elle était plus jeune, puis elle habitait en France. Elle a même fait, en fait, le piano que j'ai chez nous présentement, c'est un piano qu'elle a fait importer de France, qu'elle avait là-bas quand elle avait sa maison là-bas. Elle a fait importer. Puis c'est vraiment elle qui me transmis sa passion. Mais je dirais que j'ai quand même toujours eu une attirance envers cet instrument-là. J'aime la musique en tant que telle. Puis le piano, j'ai les doigts de pianiste. Écoute, fallait bien que je le joue. Fallait bien que tu t'en serves. C'est ça, fallait bien que je m'en serve. Puis fait que c'est ça, j'ai une oreille musicale un peu aussi qui m'aide avec cet instrument-là. Fait que j'aime bien. Super, Tristan. Puis depuis combien de temps que tu pratiques le piano? Ça, je dirais que c'est assez dur à dire parce que, dans le fond, j'ai commencé... tu sais, si je prends vraiment la première fois que j'ai touché un piano, que j'ai voulu apprendre une chanson, j'avais à peu près autour de 10 ans. Fait que ça fait 8 ans de ça. Mais dans ce temps-là, quand je jouais, c'était très irrégulier. C'était vraiment juste pour le plaisir quand ça me tentait, mais ça me tentait assez rarement. Ouais. C'était vraiment juste de temps en temps. Je prenais des pauses de plusieurs mois, voire même 1 an. Puis après ça, je dirais que j'ai vraiment commencé pour de vrai plus l'automne l'an passé. J'ai pris une pause dans le congé de Noël, puisque j'allais faire du ski surtout, des choses comme ça, mais j'ai repris en février jusqu'à l'été. Cet été aussi, encore une fois, j'ai pris une pause parce que j'avais comme beaucoup de choses à faire, autre chose que ça. Mais quand même, je continuais à pratiquer à tous les jours pour garder mon progrès avec mes chansons. Puis là, encore une fois, avec l'école, j'ai quand même pris une autre pause parce que j'ai beaucoup de projets, de choses à remettre. Fait que... Parce que l'instrument de musique prend beaucoup de patience. Apprendre tout ça, les notes. Non, c'est ça. Tu sais, quand tu te poses au piano, tu te poses pas au piano pour 5 minutes. Si vraiment tu veux apprendre une chanson, là, tu te poses au piano, tu es là pendant 2 heures à regarder la vidéo YouTube puis à refaire le même morceau 10 000 fois. C'est ça, parce que c'est un accord de notes, c'est pas juste. C'est tac à gauche. C'est la mélodie, ta mélodie à droite, tes accords à gauche, puis là, c'est de synchroniser les deux en même temps. Fait que ça prend vraiment beaucoup de temps. Tu peux pas juste l'apprendre comme ça. C'est ça. Ça se fait pas en claquement de doigts. Nice. Puis c'est quoi ton plus gros défi par rapport à l'instrument? Bien, écoute, je te dirais que ça rejoint un peu ce que je disais au début, mais c'est surtout de garder la motivation de continuer les chansons. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que je vais commencer une chanson, je vais l'apprendre jusqu'à peu près la moitié ou le 1/4 ou peu importe, jusqu'à temps que ça devienne vraiment trop tough. Puis là, je switch à une autre chanson parce qu'il y a tellement de chansons que je veux apprendre que garder la motivation de la continuer quand ça devient, quand c'est rendu un moment où est-ce que c'est très difficile. Parce qu'en fait, aussi, un des affaires, c'est que j'aime pas ça, prendre des chansons, tu sais, mettons, on va dire sur YouTube, il y a plein de versions qui sont plus faciles que d'autres pour la même chanson, mais je prends toujours la plus difficile pour me compliquer la tâche, mais aussi parce que je la trouve beaucoup plus belle. C'est un bon défi, tout en ben, c'est même ça. temps. Sauf que là, il arrive un bout où est-ce que je suis comme, ben là, je sais plus quoi faire. Je suis vraiment désolé de t'interrompre, Tristan, mais on a vraiment plus le temps. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé ça en apprendre sur ta passion pour le piano. Merci à toi. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine avec l'invité Vincent qui va venir nous parler de son sac de golf à l'émission À découvrir.
Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Imad Amor qui va nous parler de son cheminement ici au Canada. Bonjour Imad. Salut Antoine, ça va bien? Ben oui, toi? Ouais, tranquille. Bon, ben pour commencer l'interview, j'aimerais ça te demander pourquoi tu as choisi le Canada? Pourquoi tu as choisi comme de venir étudier ici? Le Canada est déjà parmi les pays développés au monde. Ah oui. Puis l'école est déjà par son niveau d'études est vraiment parmi les premiers. C'est pour ça que j'ai choisi le Canada. Genre, j'ai fait mes recherches, j'ai passé 4 mois, 5 mois en recherche pour choisir mon Tu voulais programme. vraiment faire sûr que... Ouais, c'est ça. J'ai choisi mon programme et tout. J'ai fait genre où je vais rester. Après ça, je suis venu directement ici. OK. Right. Puis c'est quoi ton cheminement d'études ici au Canada? Mon cheminement d'études au Canada ici, j'ai commencé à Trois-Rivières, à l'Université de Québec à Trois-Rivières. J'ai commencé en premier en informatique, en programme de développement de logiciels. Ouais. J'ai passé 1 année et demie là-bas, genre 1 année préparatoire et la moitié c'était la rentrée. Après ça, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé Collège La Cité, j'ai trouvé un programme qui m'intéresse, la production télévisuelle. C'est vraiment intéressant pour moi parce que je faisais déjà la photographie en Algérie et tout. J'ai décidé de m'abandonner l'informatique et venir ici pour continuer mes études parce que c'est déjà moi, j'aime ça, j'aime ce truc-là, c'est pour ça. OK, ouais. C'est quoi qui t'intéresse plus, la vidéographie ou la photographie? La vidéographie et la photographie, les deux. Ouais, les deux pas mal Ouais. égales. Les deux, c'est vraiment intéressant pour moi. Puis Imad, qu'est-ce que t'aimes ici au Canada? Ben, franchement, il y a plein de trucs ici au Canada qui font le plaisir à moi. Ben, de un, les activités pendant l'hiver, pas mal le ski, les campings, on va aller au chalet. Ah oui, ça Ouais. c'est toujours la fun. De se baigner dans les lacs. J'ai jamais fait ça, j'ai fait ça la première fois ici au Canada. Ah ouais? Ouais, l'été passé. C'était vraiment cool, c'était vraiment bon. Et l'automne aussi. Il y a des moments pour faire des shootings, pour prendre des photos. Ah oui, c'est très beau l'automne. Ouais. C'est des bons moments aussi pour marcher. Puis qu'est-ce que tu penses de l'hiver? Ouais, l'hiver pour moi, c'était dur la première fois. Ah ouais? Parce que c'est déjà, on n'avait pas cette quantité de neige en Algérie. On a de la neige dans des régions, mais pas dans ces températures basses comme moins 25, moins 30. J'ai jamais vu ça. Puis il y a des couches de neige aussi. Ah, c'est vraiment la Ah, des folie. fois, ça devient intense. Ouais. C'est vraiment dur pour s'adapter, mais quand même, ça va aller. Ouais. On s'adapte jour après jour. Puis c'est quoi la différence entre l'Algérie et le Canada? La différence entre l'Algérie et le Canada, c'est le temps. Ouais. Ici, c'est ce que j'ai remarqué, c'est genre fast life. Tu as le temps juste pendant la semaine pour étudier, pour travailler, pour faire tes études. Tu n'as pas le temps pour bouger ailleurs, soit par là ou par là. Puis tu as le week-end. Comme nous, des étudiants et tout, on ne profite pas du week-end beaucoup avec les études, le travail. On essaie de travailler un peu pendant le week-end. Et en plus de ça, il y a de la neige, le froid. On n'a pas ça en Algérie. Le froid, c'est vraiment... un gros facteur. Hein? C'est un gros facteur pour nous. Là. C'est dur, mais on s'adapte, ça va aller. Puis, c'est quoi ton projet après tes études ici? Mon projet après les études, ce que je préfère de faire, moi, j'aimerais bien apprendre l'expérience canadienne déjà en premier dans ce programme-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Et j'aimerais bien avoir ma propre... Bon, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci d'être venu pour nous parler de ton cheminement au Canada. Puis la semaine prochaine, on va accueillir Guy qui va nous parler de son parcours d'études au Sénégal. Merci.
et bienvenue dans notre émission Tequila dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre cher ami Gaï et il va nous raconter son parcours d'études au Sénégal. Salut Gaï, comment tu vas? Bonjour, salut, ça va, alhamdulillah, toi? Ça va, tranquille. Et pour commencer, on va commencer avec la première question. J'aimerais bien que tu nous parles un peu sur ton parcours d'études au Sénégal au collège. Ok, pour, mes, pour mes parcours au collège, j'ai commencé mes études au niveau de mon village qui s'appelle Nguij. Il est à 3 km de Linguère. C'est là que j'ai obtenu mon premier diplôme de CFE. Après avoir obtenu mon premier diplôme de CFE, après, je suis venu à Dakar au niveau du CEM Les Martyrs. Je pense que c'est en 2011 que j'ai obtenu mon brevet technicien, mon BFM. Okay. Après cela, après on m'a orienté au niveau du lycée de Thiaroye. C'est là que j'ai obtenu mon baccalauréat en 2016 avec mention passable. Okay. Bon. C'est ça que mes parcours au niveau de mon collège. Okay. Comment ça se passe l'orientation pour les études universitaires? Comment tu trouves ça? Ok, pour les études universitaires, après avoir obtenu son baccalauréat, l'État du Sénégal va t'orienter soit dans les écoles privées ou bien dans les écoles publiques. Mais moi, on m'a orienté dans les universités publiques au niveau de l'université, c'est Anta Diop de Dakar. On m'a orienté là-bas en sciences physiques. Okay. Je fais là-bas 2 ans en sciences physiques, mais la deuxième année, je fais seulement que le premier semestre, mais au niveau du deuxième semestre, je n'ai pas continué ça. Après, j'ai trouvé encore d'autres moyens pour continuer mes études parce que là-bas, il y a beaucoup de personnes là-bas. On fait aussi beaucoup de théorie. Okay. Aussi, la pratique n'est pas assez. Si une fois terminé, exemple, c'est pas facile d'avoir un travail après. De trouver un job. Oui, d'avoir un job. Si tu voudrais avoir un job, il faut faire encore une autre formation pratique, raison pour laquelle je suis arrêté pour faire encore. Ok. Pour finir, quelles sont les expériences que vous avez acquises après toutes ces années d'études? Avant ça, je pense que c'est le temps pour terminer. Et on est rendu à la fin de l'émission. Merci Gaï. Et merci à tous nos spectateurs. Merci à l'équipe de production. Merci à tous. Merci. Ouais, encore. Il en reste encore une question. Quel est votre projet d'études après avoir obtenu votre BTS? Oui, après avoir obtenu mon BTS, j'ai choisi l'ESP pour faire la licence professionnelle au niveau du électronique et système de télécommunication. Je pense qu'on n'avait pas plus de temps. Et on est rendu à la fin de notre émission. Merci Gaï, merci beaucoup. Merci à nos spectateurs, merci à l'équipe, toute l'équipe de production.
Bonjour et bienvenue à l'émission de Rencontre Tikila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Jérémy, étudiant à la cité collégiale de l'Ottawa, pour qu'il nous expliquera c'est quoi la randonnée et quand est-ce que tu l'as pratiqué. Bonjour Jérémy. Salut, ça va bien? Et ça va? Oui, merci. Ok, ça va bien. Donc, dans la première question, donc, on vous demande pourquoi aimes-tu faire des randonnées? J'aime faire des randonnées. En fait, c'est pour me tenir surtout en forme. Aussi, ça me permet de relâcher toute la pression que j'ai, soit à l'école ou socialement, peu importe. Ça me permet d'être seul avec la nature, puis ça me relaxe et c'est vraiment le fun à faire, soit seul ou en ami. C'est pas mal pour ça que je fais des randonnées. Ouais. OK. Donc, comment faisiez-nous pour trouver des bonnes randonnées? Il y a plusieurs moyens. Il y a des pages Facebook, il y a des gens qui marquent les sentiers qu'ils ont fait puis qui ont aimé, ou les sentiers qu'ils ont moins aimé. Comme ça, tu peux te référer puis après ça, aller regarder pour la faire toi-même. Sinon, il y a des applications. Il y a une application qui s'appelle All Trails. Ça, tu as juste à rentrer un lieu dans l'application puis ça va te nommer tous les sentiers avec leurs difficultés, leur dénivelé et leur emplacement aussi. OK. Donc, quels sont les équipements nécessaires pour faire des randonnées? Il y a quelques équipements qui sont nécessaires. Des bons souliers, ça c'est la base, avec un bon support à la cheville. Si tu vas dans les roches, si dans le sentier il y a des roches, ça peut être dangereux pour tes chevilles. Donc un bon support. Sinon un sac à dos pour traîner tous tes équipements comme, je sais pas moi, de l'eau, de la nourriture. Tu peux aussi avoir une lampe frontale si jamais il commence à faire noir. Sinon, un kit de premiers soins si jamais quelqu'un se blesse ou peu importe. Donc, oui, c'est ça. Donc, la randonnée préférée que tu as fait? Je te dirais, ça serait le volcan, le Vésuve, en Italie. Je l'ai monté avec l'école, on était en voyage, puis c'était vraiment beau. On voyait toute une super belle vue sur la ville. Rendu ça nous a pris environ 2 heures à monter, je te dirais. Donc c'est quand même assez long. C'est un sentier qui est assez facile. Tu as une belle vue tout le long. Puis rendu sur le dessus du volcan, c'est vraiment impressionnant, là, à quel point que le trou est gros. Puis tout l'historique aussi de ce volcan-là, ça m'intéressait vraiment. Donc je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué. Puis... OK. Donc, quelles sont les randonnées que tu rêves de faire? Celle que je rêve de faire, ça serait probablement le Machu Picchu. Je trouve ça vraiment très, très beau comme endroit. Et, malheureusement, le temps que nous avons pour l'émission est terminé. Merci, M. Jérémy, d'être venu expliquer sa passion au niveau de la randonnée. Donc, notre prochain invité sera Amir, qui nous expliquera c'est quoi ses parcours pour la vidéographie. Donc, restez dans notre émission Tikila pour suivre
Bonjour à tous et à tous et bienvenue à notre fameuse émission Tequila. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Amir qui va nous parler de son parcours dans la vidéographie. Comment ça va, Amir? Je vais bien et vous? Ça va super bien. Pour débuter, explique-moi pourquoi tu aimes la vidéographie. Ben, en fait, j'aime la vidéographie parce que je suis beaucoup passionné par la vidéographie. J'ai de l'impression que la vidéographie peut faire tant de choses comme vendre de l'espoir. Tu peux raconter des histoires à partir de la vidéographie. Et puis, tu peux comme faire des gens sentir une certaine émotion à partir des images. Et donc, c'est à partir de cela que j'ai été beaucoup attiré par la vidéographie et j'ai aimé comme faire part de ceux qui réalisent comme des vidéos, comme des films, des clips, ce genre de choses. Ouais. C'est quoi tu préfères dans la vidéographie? Je préfère beaucoup les films, mais aussi les vidéoclips, c'est mon genre. Ouais. Et moi, des gens, mais je suis beaucoup dans l'action des fois. OK, Ouais. parfait. D'où vient ton amour pour la vidéographie? Au fait, je peux dire que mon amour pour la vidéographie, ça a commencé avec les films, comme particulièrement avec les films d'Hollywood. Comme je peux donner un exemple, j'ai aimé beaucoup l'acteur Will Smith. Comme j'ai aimé beaucoup ses réalisations et si ça m'a inspiré comme étant donné qu'il est directeur et il est aussi acteur, les choses qu'il fait dans la cinématographie m'ont beaucoup attiré vers savoir qu'est-ce qui se passe derrière les caméras, comment ça marche. Et puis à partir de là, je me suis trouvé vidéographe. Parfait, ça. Quels ont été tes premiers parcours? Ben, je peux dire mes premiers parcours, c'était pas évident. J'ai juste commencé comme amateur. Je faisais juste des petits vlogs, des tutoriels comme pour YouTube. Parce que je n'avais pas tant de notions sur quoi faire, mais j'aimais la vidéographie. Et après, à partir de là, j'ai commencé à apprendre certains trucs comme le montage, comme faire des mouvements avec les caméras, comment régler ta caméra, les settings, tout ça. Et puis c'est là où j'ai commencé à filmer comme des mariages, j'ai déjà fait 2 vidéoclips qui sont aussi sur mon YouTube. Ouais, et à partir de là, donc j'ai aimé beaucoup la vidéographie. Je me suis dit peut-être je peux m'améliorer et devenir peut-être un cinéaste ou travailler sur une station de télé un jour. C'est des beaux plans, ça. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Je peux dire les obstacles, c'était un peu beaucoup d'obstacles parce que comme à partir du matériel, comme l'Internet, c'était pas assez suffisant pour pouvoir faire tout ce que je voulais. Les caméras que j'avais, c'était un peu moins avancé, c'était des caméras de l'Antiquité, puis maintenant la technologie avance si vite. Et puis aussi comme les programmes de montage, Adobe Premiere Pro payait cher chaque mois, c'était pas vraiment assez évident, les Photoshop, tout ça. Mais comme au fur et à mesure que tu t'adaptes, avec même les petits programmes qu'on a, on essaie de faire voir qu'on peut même faire quelque chose. Mais maintenant, quand même, je peux dire que je suis sur un bon pas, que je me suis déjà amélioré et je fais du bon travail. Parfait, ça. Et où te vois-tu dans 5 ans? Ben, je ne suis pas assez sûr, mais je peux dire que dans 5 ans, j'espère que je pourrai devenir... Désolé, excuse-moi, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. C'est très intéressant, merci beaucoup. Restez des nôtres parce qu'après la pause, on a Vincent qui va venir nous parler de sa passion pour le poker. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, M. Jean-Mi.
Bonjour, bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le grand joueur du poker, M. Vincent Hypercieux-Leroy, pour nous expliquer comment ça se passe dans ce jeu et les règles. Bonjour, M. Vincent, et bienvenue à Tequila. Bonjour, merci, ça va bien? Ça va bien, et vous? Très bien, merci. OK, en fait, j'aimerais savoir comment as-tu appris à jouer au jeu du poker? J'ai appris dans le fond, j'avais un casque VR. OK. Puis là, j'ai joué un peu, j'ai fait le tour des jeux, c'était rendu plate. Ouais. Puis là, il y a un de mes amis, il y en avait un aussi, il s'est dit installe donc Poker VR. Moi, j'avais jamais joué, j'avais entendu parler de ça, mais ça a l'air vraiment compliqué. Yep. Je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Fait que j'ai commencé à jouer, on jouait contre d'autres joueurs en ligne. Fait que là, je pouvais apprendre c'est quoi les meilleures mains, c'est quoi des mains que tu vas te coucher au début, c'est quoi le rank des meilleures mains. Yep. Par exemple, la main la plus forte, celle que la plus As-tu aimé mauvaise. ça pour la première fois? Ouais, pour vrai, ouais, j'ai aimé ça. C'est qu'au début, tu comprends pas, tu comprends c'est quoi les meilleures mains puis les plus mauvaises, OK. mais tu comprends pas comment bien jouer, quand, mettons, faire un raise, si t'es button, si tu fold, si tu three bet, des choses de même. Fait qu'il y a rien que ça qui était pas trop clair, mais après, j'étais allé sur YouTube, m'instruire un peu là-dessus. On a finalement acheté une mallette de poker. On a tout appris ça à notre groupe d'amis. Puis depuis ce temps-là, on joue pas mal au poker. Ouais. Oh, right. Et puis pourquoi as-tu commencé à jouer au poker? J'ai commencé parce que, mettons, j'aime ça les sensations fortes. Puis le poker, vu que tu joues avec de la vraie argent, c'est sûr qu'il y a un petit risque en quelque part. Fait que t'as pas envie de perdre, t'as envie de gagner, mais en même temps, tu joues avec tes amis. Fait que c'est un petit moment chill que tu passes, une petite bière, tu joues avec tes friends, puis... C'est le fun, Ouais, j'espère. c'est ça, c'est pas mal ça. OK. Et puis, qu'est-ce prise qui de te risque. passionne beaucoup à propos du poker? Ce qui me passionne le plus, c'est surtout que tu peux toujours t'améliorer. Tu peux savoir, par exemple, la meilleure main, c'est la flush royale. Mais aussi, il faut que tu saches comment jouer ta main. C'est quand tu raises, que, mettons, tes big blind. Yep. On a à tout le monde pour aller voir les 3 premières cartes, il faut qu'il place une blind, donc le bet minimum. Puis si, mettons, j'ai une pair house, là, je sais que big blind, je vais 3-bet. Ça fait-tu longtemps que tu joues au poker? Ça fait quand même longtemps, plus qu'un an que je joue environ à toutes les semaines. Oh, right. Te considères-tu expert ou encore? Vraiment pas expert. Oh, right. Je suis loin de ça, mais je comprends mettons, la game, quand il faut que je raise, quand il faut que je fold. Puis un peu, il faut aussi analyser tes adversaires, parce qu'il y en a que tu vas voir, ils se couchent tout le temps, mais quand ils vont dans une main, là, ça raise, puis là, ça veut dire qu'ils ont un bon jeu. Mais il y en a qui y vont tout le temps, fait que, comme, peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que c'est juste de me bluff, tu peux aller voir les cartes pour tout démasquer tes adversaires. Oh, j'aimerais un jour que tu m'apprennes assez. Puis, quels sont tes buts au jeu du poker? Mes buts, ça serait, peut-être dans un futur, ça me surprendrait, mais c'est sûr, devenir joueur professionnel, c'est quelque chose que ça serait vraiment nice. Tu voyages un peu partout, faire des tournois, puis c'est comme tu joues Uno, mais tu te fais payer. As-tu déjà participé à un tournoi de poker? Non, en ligne, un peu, mais sinon, en vrai, j'ai jamais encore fait de tournoi, mais c'est quand même assez dispendieux comme sport. OK. Fait que j'ai pas encore essayé. Peut-être dans un futur. All right. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'un joueur de poker est bon? D'après moi, un joueur de poker qui est bon, c'est un joueur qui est capable de tous ses gains soient toujours dans le positif. Par exemple, même s'il n'a pas une bonne main, mettons la flop n'est pas bonne pour lui, il est quand même capable de s'en tirer, peut-être par un bluff, peut-être par un three bet, le mettre all-in, puis le gars il va avoir une pression sur ses épaules, puis il va se sentir soit obligé, faut tout que je mette mes jetons, est-ce que j'ai la main pour faire ça? Okay. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours capable de gagner ses mains malgré la flop, la turn puis la river. All right. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de vous interrompre là. C'est juste problème. le temps qu'on a aujourd'hui. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir de vous accueillir dans le studio et puis restez avec nous dans la prochaine émission. Nous allons accueillir Ariane qui va nous parler comment le hockey l'a aidé à performer sa vidéographie. Merci beaucoup d'être avec nous et restez des nôtres. Bonne soirée.
Bonjour à tous et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Tequila. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Ariane Prudhomme qui va venir nous parler de comment que jouer au hockey lui a aidé dans l'industrie du cinéma. Alors, bonjour Ariane, comment vas-tu? Bien, toi? Je vais très bien, merci. J'avais une question pour toi. Combien d'années d'expérience de hockey as-tu? Donc, ça fait 9 ans que je joue au hockey, puis j'ai assez d'expérience avec comme certaines positions. Donc, la première année que j'ai joué, on était assez jeunes, puis il n'y avait pas de comme goalie principal pour l'équipe. Donc, le coach avait mis en sorte comme un système de rotation entre les filles, et moi, j'étais une des premières à aller dans les buts. Puis j'étais vraiment bonne, puis j'ai vraiment aimé ça. Donc, quand il y avait des filles après qui ne voulaient pas faire leur tour dans les buts, moi, je prenais leur spot. Fait que là, j'ai fini par jouer 3 ans goalie après. Et là, j'ai joué le restant joueuse. Nice. Yeah. Tu jouerais-tu Ouais, peut-être. Je manque ça des fois. Donc, on va voir. Peut-être dans un futur. Ouais. Parfait. Quand avez-vous su que vous vouliez aller dans l'industrie du cinéma? Donc, depuis que je suis jeune, comme je filme tout. Donc, on allait en voyage, je filmais, puis là, après, je faisais comme un petit montage par moi-même. Puis là, je montrais à ma famille, comme « Oh, check, j'ai fait ça. » Puis là, c'est juste devenu comme « Oh, comme quelque chose que je faisais comme naturellement. » C'était pas comme d'effort à mettre. Fait que là, j'ai comme genre su que comme je voulais aller là-dedans. Oh, nice. Puis donc, comment est-ce que jouer au hockey t'a ouvert les portes dans l'industrie du cinéma? Donc, avec mon association, il y avait comme une production qui a contacté mon association, puis là, ils ont dit « Ah, comme on filme une émission de télé comme sur des filles qui jouent au hockey avec l'école. Puis là, on aurait besoin comme des filles qui comme actually jouent au hockey. » Fait que là, moi, j'étais comme « Ah, comme parfait, comme c'est ça que moi, je veux peut-être faire plus tard. » Fait que là, j'ai envoyé toute mon information, j'ai fait une audition, puis là, je suis allée, puis là, c'était tellement comme cool de comme tout voir. Yeah. Nice. Donc, est-ce que tu aimes plus être ça devant la caméra ou être derrière la caméra? Donc, j'aime plus ça être en arrière, juste parce que être en avant, j'ai un peu du stress de comme savoir qu'est-ce qui se passe, parce que je regardais le réalisateur puis comme je voulais savoir comme comme qu'est-ce que tu fais, comme parce qu'il me disait des commandes puis comme quoi faire, mais moi je voulais savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête puis qu'est-ce qu'il voit. Fait que là ça m'a genre comme donné comme OK, ben c'est ça que je veux faire, je veux être réalisatrice comme en arrière la caméra. Nice. Yeah. Puis est-ce que tes compétences en hockey ils t'ont aidé sur le plateau de tournage? Oui, donc on était comme une couple de filles qui jouaient au hockey comme avec l'association. Puis là, quand le réalisateur, il savait pas spécifiquement comme qu'est-ce qui était comme réaliste pour l'émission de télé, nous autres, à cause qu'on jouait, on pouvait comme aller lui aider, puis comme dire comme comme au lieu de faire ça, on peut faire ça, ça a l'air plus vrai. Donc. Nice. Yeah. Puis est-ce que tu fais des tournois de hockey? Oui, donc je viens de faire un tournoi avec l'école. On venait de Humber la semaine dernière, puis on était jusqu'en finale, mais on a perdu en shootouts. Donc. En tir de barrage? Oui, ça succède, mais... Parfait. Je suis vraiment désolée de t'interrompre, mais on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Ariane, d'être venue nous partager ton expérience. Puis je suis très heureux d'avoir appris davantage sur toi. Merci. Pour le prochain invité, on va accueillir Hervé qui va venir nous parler de son parcours à la demande d'admission à la Cité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Tequila et je vous souhaite une très belle journée.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Tequila. Mon nom c'est Ariane et j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission aujourd'hui Hervé Senguila qui va nous parler de son parcours pour sa demande d'admission à la Cité. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Donc, parlez-nous un peu de votre parcours de demande d'admission à la Cité collégiale. Oui, vous devez savoir mes parcours pour la demande d'admission à la Cité collégiale. Ne sont pas été du tout faciles. J'ai eu un peu de difficultés là, pour cette demande. Donc, quand j'avais faire la demande, moi je pensais qu'avec mes crédits que j'en ai avant là, mes crédits allaient être vraiment facilement acceptés pour ma demande, mais ce n'était pas du tout le cas. OK. Donc, ils ont-ils été refusés? Non, mes crédits ne sont pas été refusés, mais par contre, ils ont accepté mes crédits, mais en condition que je devrais remplir certaines évaluations de compétences avant que ma demande d'admission soit validée. Ouais. Donc, quelles sont vos difficultés comme que vous avez rencontrées? Comme ça, je suis sûre que c'en était une. Oui, les difficultés sont pour les évaluations de compétences qui m'ont compliqué un peu. Là. Moi, je pensais que la demande allait être rapidement acceptée sans passer par les évaluations de compétences, mais ce n'était pas du tout le cas. Alors pour moi, ce sont des difficultés que j'ai rencontrées. Là. OK. Puis pourquoi est-ce que tu as choisi la Cité collégiale? J'ai choisi la Cité collégiale. Tout d'abord, vous devrez savoir, la Cité collégiale est une grande école francophone. Alors, je peux dire en Ontario ou à Ottawa. Alors, raison pour laquelle j'ai choisi la Cité collégiale, c'est parce que j'ai eu ma graduation. C'était au Collège Boréal, donc c'est aussi un collège français. Alors, raison pour laquelle j'ai décidé de poursuivre encore mes études dans un collège francophone. C'est cool. Puis, pourquoi avez-vous décidé de changer de carrière? Alors, pas du tout. Je n'ai pas pensé de changer de carrière, mais je compte plutôt d'avoir une autre qualification. OK. Oui, vous savez, le processus d'emploi dans les services de police sont tellement longs et moi je disais que vaut mieux que je cherche une autre qualification que si jamais je n'aurais pas l'opportunité d'emploi dans les premiers domaines. Comme ça, la deuxième carrière pourrait m'aider à avoir vite facilement un emploi. Et c'est bon d'ouvrir des portes aussi. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi le programme vite fait? Oui, j'ai choisi ce programme. C'était d'abord ma passion. C'était d'abord ma passion, c'est ce que j'aime faire. Donc, malheureusement, excuse-moi de te couper, mais c'est tout le temps qu'on a. Merci de nous avoir expliqué ton parcours d'admission à la Cité. Mais restez avec nous à l'émission Tequila parce qu'après une brève pause, Maya Scabar sera présente pour discuter avec nous de son court-métrage « Je m'appelle Laurence ». Donc, bonne fin de journée.